Merci Alexandre d'avoir accepté de venir faire une conf avec nous, participer à ce projet. C'est jamais compliqué, c'est jamais simple de faire des confs en direct et je te remercie d'avoir joué le jeu comme les autres. Je sais que tu as beaucoup travaillé ta conf, que ça va être dense mais vulgarisé, je crois, pour tout le monde. Je vais te laisser la parole, je coupe mon micro et c'est parti pour ta conférence. On se retrouve d'ici en gros 1 heure. À tout de suite, je te laisse la parole. À toutes. Donc, bonjour à tous, très chers entomophago-phytophiles. Je m'appelle Alexandre Ponce, je cultive les plantes carnivores de manière, de, c'est un passe-temps en fait. Je suis pas du tout dans le milieu horticole, moi je suis génétique, je fais des études de génétique, donc rien à voir avec le monde des plantes. Je cultive les plantes depuis environ 12 ans et je me suis spécialisé dans les dionnées il y a de ça 8 ans plus ou moins. J'ai à mon actif 74 cultivars différents et voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de cette plante parce qu'elle est très bien connue, mais aussi très mal connue. Elle est très très répandue et au final, je trouve que on ne connaît pas suffisamment les mécanismes déjà de fermeture de la mâchoire qui sont extraordinaires. Et en plus de ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas la cultiver, hein, parce que c'est un peu la plante carnivore de débutants par excellence. Du coup, pendant cette conférence, en fait, je vais vous parler déjà, je vais vous faire une petite introduction où je vais parler, de la plante en général, son histoire, je vais la décrire physiquement aussi, je vais faire, un peu de morphologie. Je vais vous parler des cultivars, de son alimentation et de son environnement et ensuite je vais vous dire comment moi je la cultive, sur mon balcon de 3 m² et ensuite on va s'attaquer à la fermeture du piège, comment ça fonctionne. Alors, la présentation globale, en fait, une plante, elle est dite carnivore si elle est capable d'attirer et de capturer des proies, donc notamment des insectes, des acariens et des invertébrés, puis de les assimiler pour subvenir en fait à des besoins. La carnivorie, c'est une niche de l'évolution en fait qui permet à un individu de prospérer dans un environnement peu ou pas favorable à la vie et où la compétition est quasi inexistante en fait. On retrouve plusieurs familles carnivores, les plus connues étant celles des Droseraceae, qui comptent les Drosera, les Dionaea, Aldrovanda. On retrouve aussi les Drosophilum, c'est une ancienne carte phylogénétique, elle date de 2008 en fait, finalement, le Drosophilum est classé dans les Droseraceae. On retrouve ensuite le genre, les Sarracenia, donc qui compte, enfin les Sarracenia Cae, qui compte les Sarracenia, Elianthora, Darlingtonia. On retrouve aussi les Nepenthaceae, c'est compliqué, qui comptent les Nepenthes. Puis on a les Cephalotus. On retrouve aussi dans la famille des Lentibulariaceae, mon Dieu que c'est dur. Tout ce qui est Pingicula, Genicea et Utricularia. Ensuite, on a les Bromeliaceae, donc avec les Brocchinia et les Catopsis. On retrouve aussi les Biblis, on retrouve les Libicella, on retrouve les Roridula et on retrouve le Trophiophilum, qui est très peu connu du monde carnivore. Comme dit précédemment, la Dionée attrape-mouche, elle fait partie de la famille des Droseraceae, qu'elle partage avec l'Aldrovanda vesiculosa, parce qu'il n'y a il y a qu'un seul genre d'Aldrovanda vivant encore en ce monde. Et on retrouve aussi donc la Drosera spatulata. Donc là, grosso modo, c'est la même chose. Là, l'ancêtre commun, c'est le même ici. Vous voyez que tout ça, en fait, c'est du Droseraceae et le Droseraceae, c'est Dionea muscipula, Aldrovanda, Drosera. Tout ce qui est ici, là, ça va être la famille des Nepenthes et là, Drosophila
Donc, la plante carnivore, en fait, elle est, localisée en Caroline du Sud et du Nord aux États-Unis. Le climat, il est de type subtropical humide, c'est-à-dire des hivers doux connaissant des températures minimales sous le 0 degré, mais c'est vraiment, de manière, occasionnelle, et des étés aux alentours de 30 degrés. Elle est selon, l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, menacée et en état de vulnérabilité. Donc ces pièges se définissent comme actifs, étant donné que, ils se ferment à vue d'œil sans avoir besoin d'un time-lapse. Donc là, je vous passe une petite vidéo de la BBC. The Venus Flytrap. Like the sun do. Voilà, donc ça c'était, une petite ouverture du piège, lorsqu'il est en formation, et ensuite, on a, la capture du piège. Donc pour ceux qui parlent pas anglais, je vais traduire ensuite. This fly has to attend carefully. If it strikes one hair, it can carry on feeding, but a time has been set. A second strike in less than 20 seconds, and the fly is doomed. Voilà, un petit côté dramatique comme on les aime. Alors, pour ceux qui parlent pas anglais, grosso modo, là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que la mouche, elle va se nourrir du nectar qui est produit par la plante, et en fait, ça, ce qu'on voit, c'est un poil sensitif. Si elle va toucher le poil sensitif une fois, il y a rien qui se fait, mais il y a un timer qui a été déclenché. Parce qu'on dit souvent que la plante, elle sait compter, on va voir qu'en fait, c'est à moitié vrai. Et en fait, si elle le touche une deuxième fois en moins de 20 secondes, alors là, le mécanisme, est enclenché et la plante se ferme. Enfin, pas longtemps. Voilà. Concernant l'histoire et l'étymologie de la plante, elle a été, découverte et décrite en 1759 par Arthur Dobbs. Elle a ensuite été, mieux décrite par John Ellis, qui a publié ses descriptions dans le London Magazine et qui en a fait une copie à Carl von Linné en 1768, et John Ellis lui a donné le nom de, Dionaea muscipula. En fait, Dionaea muscipula, Dionaea, ça veut littéralement dire fille de Dione, donc Aphrodite, qui qui est, je me rappelle jamais, la déesse grecque de l'amour, luxure, beauté, plaisir, passion et procréation. Et ensuite, le muscipula, en fait, il a été tiré de mus, qui est, le terme latin pour, souris, parce qu'en fait, monsieur Ellis trouvait que ça faisait beaucoup penser à un piège à souris, et discipula, qui veut dire en latin le piège. En anglais, on appelle ça la Venus flytrap, donc l'attrape-mouche de Vénus. Vénus qui, pareil, est la déesse romaine de l'amour, donc niveau, déesse, on est pas mal. Historiquement, la plante, elle est aussi connue sous le nom de Tipiti witchet, qui sont des noms archaïques, donnés dans les tribus dans lesquelles, la plante a été découverte, qui donnaient en fait son nom aux parties intimes féminines. La forme de la plante, manifestement ressemble à des parties intimes féminines. Vous n'y voyez aucune malice. La morphologie de la plante. La Dionée, elle a l'apparence d'une rosette de feuilles émergeant d'un pseudobulbe de couleur blanche nacrée et se terminant par 2 lobes formant le piège. Vous avez les 2 lobes ici à chaque fois. Les feuilles, elles sont composées d'un limbe en 2 parties. D'abord, en fait, on a, donc la racine que vous voyez là, qui est cachée par le substrat. Ensuite, on a le pseudobulbe qui est formé d'écailles que je vous ai représenté ici. Ensuite, là, vous avez la feuille.
Et la feuille, en fait, elle est composée en 2 parties. La première partie, c'est la base de la feuille que vous voyez là et la deuxième partie, c'est le piège et en fait, ces 2 parties, elles sont reliées par ce qu'on appelle le pétiole qui va, courir tout le long de la base de la feuille et ce pétiole, en fait, il a pour fonction de supporter le piège, sur la feuille. Le piège, lui, il est, divisé en 2 lobes, donc qui sont, distincts l'un de l'autre, mais reliés par une, nervure médiane du piège. Quand on regarde ces lobes, en fait, on voit une série de 15 à 20 dents marginales légèrement courbées vers l'intérieur, comme vous pouvez le voir. À la bordure des lobes, est située à la partie interne du, du piège, en fait, on a des glandes sessiles qui vont produire un nectar qui va attirer les proies, tout simplement. Et sur la partie digestive, qui qui forme, la majeure partie du lobe, en fait, il y a 3 poils sensitifs qu'on appelle aussi trichomes et qui sont, nécessaires pour, le déclenchement du piège. Hem Concernant, la surface digestive, donc là, vous voyez, la surface digestive et le trichome qui est posé dessus. En fait, le trichome, il a un aspect un petit peu de lance avec, la lame qui est ici et la garde qui se trouve là et là, vous auriez le manche et j'en avais discuté avec, Sébastien Joguiot. On se demandait pourquoi le pseudobulbe s'enfonçait dans le substrat et en fait, quand on regarde par rapport à une ligne, horizontale, on voit bien que, ça s'enfonce et en fait, on s'est demandé si c'était pas pour aller chercher de l'eau en profondeur dans le substrat et en fait, en relisant le livre de, Macpherson et Bailey, j'ai lu que dans son environnement, il y avait beaucoup, de feux de forêt et en fait, je pense tout simplement que, elle plonge pour se protéger des feux de forêt. Comme ça, la partie foliaire, en fait, est touchée, mais le bulbe, lui, non et après l'incendie, il peut repartir. Concernant les cultivars, alors en règle générale, le classement, linnéen classe les taxons dans l'ordre suivant, donc les règnes, sous-règnes, divisions, classes, sous-classes, ordre, famille, genre, espèce. Pour la Dionée, donc je vous passe les détails, mais on est de l'ordre, elle fait partie de l'ordre des Nepentales, fait part dont la famille sont les Droseraceae, avec le genre Dionée et l'espèce Muscipula. Il faut savoir que cette plante, elle est unique dans son genre et espèce. Il n'y a qu'elle qui a le genre Dionée et l'espèce Muscipula. Hem, le principe de cultivar, en fait, il peut s'apparenter à une sous-espèce, mais c'est pas une sous-espèce. Pourquoi? Parce que la définition du cultivar, c'est un type végétal résultant d'une sélection, d'une manipulation et d'une hybridation ou cultivé pour ses qualités horticoles. Bon, évidemment, là, on va pas cultiver la dionée pour ses qualités horticoles, quoique si c'est esthétique. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que, en soi, ce sont des sous-espèces, mais on peut pas les appeler sous-espèces parce qu'elles ont été sélectionnées par la main de l'homme. Et c'est ça qui les différencie d'une sous-espèce. C'est pour ça qu'on les appelle cultivars. Cultivar, en fait, c'est une contraction de cultivated variety, et un synonyme de cultivar, en fait, ça pourrait être variété. Hem, le nom des cultivars, il est régi par le CINPC, le Code international pour la nomenclature des plantes cultivées et il faut savoir qu'à l'ICPS, je vais développer plus tard ce que c'est, on peut enregistrer les cultivars et très important, je mets un gros point dessus, le cultivar, il est une fois qu'il est enregistré, en fait, il a une fiche descriptive et disons qu'il a un certain statut, enfin, il a le statut de cultivar enregistré et dans ce cas-là, quand on mentionne cette plante, on met le genre de la plante en italique, l'espèce de la plante en italique, donc ça donne hem, Dionaea, muscipula
et ensuite on met le nom de fantaisie du cultivar et on le met entre guillemets, anglais. Je crois que entre apostrophes en fait. Alors qu'un cultivar qui est non enregistré, soit on met des apostrophes françaises, soit on n'en met pas. Parce que je vois trop souvent des plantes, des gens qui mentionnent, des plantes comme ça, soit ils mettent rien. Bon, à la limite, s'ils mettent rien, ça me dérange pas, mais qu'ils mettent, des apostrophes pour des cultivars qui ne sont pas enregistrés et cetera, en fait, bon, j'en fais tout un monde, hein, mais c'est pas correct d'un point de vue, nominal, d'un point de vue taxonomique. Ensuite, dans le donc l'ICPS, c'est, l'International Carnivorous Plant Society, donc on peut traduire par, la Société des plantes carnivores, à l'international. Elle a été créée en 1972 et elle est notamment connue pour, la publication d'articles ayant pour sujet les plantes carnivores et elle est aussi connue sous le nom de CPN pour Carnivorous Plant Newsletter. Pourquoi je vous parle de l'ICPS? Parce qu'elle endosse le rôle de registre. En fait, elle fait partie de l'ICRA, qui est l'International Cultivation Registration Authority. Donc, elle a la capacité d'avoir un registre de plantes. Et ce registre de plantes, en fait, il a pour but, premièrement, d'uniformiser les noms des plantes, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui se sont retrouvées sous des noms différents. Et ça permet aussi une pérennisation des noms pour éviter la déformation des noms et pour, justement, éviter qu'il y ait, pour une même plante, plusieurs noms parce qu'on se perd très rapidement au final. Ça permet aussi d'assurer une authenticité des plantes grâce à une description détaillée et de concentrer les informations en un seul point. Les cultivars, ils peuvent différer, d'une plante dite classique par plusieurs critères, notamment la taille. Vous voyez que heu, pour un même pot de 8 centimètres par 8 centimètres, on n'a pas la même taille et ça, c'est une plante qui est, quasi adulte. Ça, c'est une plante qui demande encore à grandir. C'est l'Antonov 225, qui est tout simplement énorme. On peut avoir des différences avec la courbure de la nervure centrale. Donc là, vous voyez que le piège, il est bien marqué, alors que là, il est plutôt plat. La couleur du piège aussi, on peut avoir du rouge sombre, du jaune, on peut avoir du vert aussi, on peut avoir du blanc, notamment pour, Aurora borealis, pour Ghost, pour, Blanche Hermine, j'en passe et des meilleurs. Et aussi la forme du piège. Là, vous avez, la Dionée triton, donc qui a la forme un peu d'une coupe. Là, vous avez, Gigi Explosion qui ressemble à rien et là, vous avez, Trifterfall, je crois, qui fait, des pièges, pareils. Là, vous avez, plusieurs, enfin, c'était pour vous montrer, en fait, la différence au niveau des dents. Là, par exemple, vous avez des dents, de Dionée alien, qui forment, en fait, une espèce de membrane autour des dents. Là, ça doit être Pet Teeth, qui a très peu, de dents, en fait, comparé à ses congénères et qui a des dents relativement longues. Ça, c'est Scarlatine, qui a des dents en forme de scie. Ça, c'est Wacky Trap, qui a semblant de dents. Ça, c'est Antonov 225, donc qui ressemble plutôt à la forme classique des Dionnées. Là, vous avez, Wirwolf avec des dents qui sont plutôt crochues. Là, vous avez Firemouse qui ressemble plutôt à Wacky Trap. Hem et là, vous avez Coquillage, donc qui a des ébauches de dents et qui n'a pas, des dents en forme de cils, en fait. Là, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, la forme des pétioles. Là, vous avez, la Dionée crocodile qui, vous pouvez le voir, en fait, elle a pas de pétiole qui est délimitée. Là, vous avez, le pétiole qui est délimité qui va tenir, la tête, de la plante, alors que là, vous n'en avez pas et en fait, là, vous avez un pétiole qui va être, de taille, correcte, normale, alors que là, il va être allongé. En fait, la feuille, elle s'arrête ici, là où j'ai, mon pointeur
et il va être super long, en fait, et là, vous en avez tout simplement pas. Et concernant la forme de la base de la feuille, là, vous avez des espèces de petites épaulettes, alors que là, c'est plutôt, en forme de cône, et là, beh, vous avez, voilà. Hem, Concernant l'alimentation, dans l'environnement, la diète de la plante, elle est composée d'un tiers d'araignées, un tiers de fourmis, 10 de sauterelles, 10 de coléoptères et 1 à 4 de mouches et moustiques. Donc, on dirait pas comme ça, mais en fait, ça ne mange que très, très peu de mouches et moustiques. Et ensuite 16 pour, d'autres insectes qui ont pu être retrouvés. Concernant, l'environnement, je voulais dire aussi, il est fortement déconseillé de donner à manger, à la plante, à moins d'avoir une collection gigantesque. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours cette image, de l'homme qui va se commander Uber. En fait, il va pas développer de muscles, il va pas s'embêter à aller chasser la nourriture alors qu'on peut lui apporter gratuitement. Alors que si vous donnez pas de à manger à votre plante, elle va se forcer à faire des pièges plus gros, et cetera. Parce qu'en fait, si vous donnez à manger à votre plante, ça va être contre-productif et elle va avoir des pièges plus petits, j'ai remarqué. Alors que si vous lui donnez, une mouche, par an, ça devrait le faire. Après, parfois, elle attrape heu, plus qu'une mouche par an, étant donné que, beh, elle attire quand même les mouches. Mais ça, c'est pas un problème parce qu'en fait, elle va réguler la quantité de nectar qu'elle produit et par conséquent, la quantité de proie qu'elle va, capturer. En revanche, si comme moi vous avez, une collection qui est assez conséquente, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des larves, les faire, évoluer, c'est pas le terme, mais les faire grandir jusqu'au stade de drosophile, donc des mouches. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je les fous au congélo, 2-3 minutes, histoire de les calmer un peu, et ensuite je les prends, je les dépose dans les gueules de mes plantes pour les nourrir. Concernant l'environnement, la plante pousse dans une terre qui est plutôt drainante, pauvre en nutriments et particulièrement acide avec un pH de 3,5 à 4,9. Et en fait, ça va causer une élution des minéraux. Tous les minéraux vont tomber, au fond, et en fait, en surface, on va avoir très peu de minéraux. La terre, elle est humide, voire saturée en eau pendant toute l'année, et d'avril à octobre, les températures vont osciller entre 12 et 38 degrés, tandis que la température atteint les 5 degrés la nuit en hiver. La plante, elle supporte des faibles gelées, si elles sont passagères, et le taux d'humidité oscille entre 30 et 90. Une très grande majorité des plantes retrouvées dans la nature poussent au soleil très peu, au soleil direct, et il y en a très, très peu qui poussent à l'ombre. Chose surprenante, selon Bailey, en fait, quand il y a des grosses crues, la plante continue de fonctionner sous l'eau. Donc ce sont des plantes, sous-marines, et elles attrapent notamment des vers plats. En hiver, la plante elle est plus prostrée, les limbes et les pièges sont plus petits et plus proches du cœur, comme vous pouvez le voir. C'est la même, plante, pour la même année. Enfin ça, c'est en hiver, 2022, et ça, c'est tout à l'heure, sur mon balcon. En fait, vous voyez que en hiver, elle est plus prostrée, elle est comme si elle essayait de se protéger du froid, alors qu'en été, elle va tendance à s'étendre, en fait, à aller, coloniser, c'est la fête du slip. Et là, par exemple, vous avez une différence entre l'hiver et l'été. Vous voyez que l'été, on a quand même, une forte, une plus grande, vigueur, et vous remarquerez aussi que les plantes vont, faire des pièges qui sont érigés. Et ça, je veux pas être finaliste, mais ça me paraît très logique, en fait, qu'en hiver, on ait plus d'insectes rampants et que du coup, les pièges soient plus, contre la terre pour capturer ces insectes rampants, tandis qu'en été, on a plus d'insectes volants et du coup, on capturait des insectes volants. Ce n'est qu'une corrélation, vous en faites ce que vous voulez.
Le substrat, moi personnellement, j'utilise un substrat 2 tiers tourbe, 1 tiers perlite. Je sais qu'il y en a très peu qui font du 100 tourbe, mais ça existe. Il y en a qui font du 70 tourbe et du sable de Loire. Un mélange perlite-vermiculite, un mélange sable de Loire, perlite-vermiculite. Il y a pas de recette magique. Vous faites, comme vous voulez. Moi, je sais que la vermiculite, elle a tendance à se désagréger plus vite avec le temps et classiquement, 2 tiers tourbe, 1 tiers perlite, ça fonctionne très, très bien. Je sais qu'il y a des, cultivateurs, notamment Mike King, qui travaillent sur des, substrats alternatifs parce qu'en fait, la tourbe blonde oui, c'est de la tourbe blonde, pardon, parce qu'il y a de la tourbe brune et tourbe blonde. Mais c'est la tourbe blonde qu'il faut utiliser et du coup, pour les substrats alternatifs, je sais que My King utilise un substrat alternatif qui est encore en phase d'expérimentation, mais qui commence à porter ses fruits. Parce qu'en fait, l'extraction de tourbe, blonde en Écosse, c'est un désastre écologique. En fait, la tourbe, c'est considéré comme comme une, matière non renouvelable parce qu'elle met des millénaires pour se reformer et du coup, ce serait cool, moi le premier si, je pouvais me mettre, à un substrat alternatif. Concernant le rempotage, l'idéal c'est tous les ans, sinon tous les 2 à 4 ans et en fait moi pour pas jeter le substrat que j'ai utilisé l'année dernière, je le réoxygène donc vous brassez bien votre substrat, vous le réoxygénez bien et je rajoute 10 du volume que j'ai, en perlite pour pouvoir l'alléger en fait un peu parce qu'il a tendance à se tasser avec le temps et en fait ça lui permet de s'alléger un peu et voilà et en général le rempotage se fait au printemps quand les températures sont au-dessus de 5 degrés la nuit. Parce que sinon, il y a des risques que le substrat soit pas assez compact autour de la plante et que le pseudobulbe gêne. Ça arrive très rarement, mais préfère prévenir que guérir. Concernant l'eau, l'eau, elle doit être pure, donc sans chlore et déminéralisée. Son pH, il doit être légèrement acide, donc en dessous d'un pH 6. Mais franchement, si votre pH, elle est à 7-8, pas grave, on vous en voudra pas. De toute façon, la tourbe, elle va, acidifier cette eau, donc ne vous en faites pas. En revanche, ce qu'il ne faut pas utiliser, c'est de l'eau filtrée à la carafe, de l'eau du sèche-linge ou de l'eau du déshumidificateur. Parce que l'eau filtrée à la carafe, ce ne sera pas de l'eau osmosée. L'eau du sèche-linge, en fait, vous allez récupérer tous les adoucissants et toutes les saloperies que vous avez foutues dans votre linge pour qu'il sente bon. Et le déshumidificateur, pareil, si vous vaporisez l'air ambiant, vous allez récupérer tout ça et en fait, ça peut brûler les racines de votre plante. Euh, Concernant la hauteur de l'eau, alors ça c'est un pot que j'utilise de 8 centimètres. En été, moi ce que je fais, c'est que je mets au minimum la moitié de hauteur de pot en eau et j'oscille entre la moitié de hauteur de pot et 3/4 de hauteur de pot. Il faut pas aller plus haut parce que sinon vous allez faire pourrir votre pseudo-bulbe, mais il faut pas aller plus bas non plus parce que j'ai remarqué qu'il y avait, un chouïa de retard de croissance, chez les plantes, mais voilà. Et en fait, j'ai remarqué, heu, que quand je les cultivais et que j'avais qu'1 quart, un tiers d'eau, en fait, elles se développaient pas super bien. Elles avaient tendance à végéter. Alors que dès que j'ai rehaussé le volume d'eau, elles se sont développées, de manière, incroyable, il y a pas photo. Et en hiver, moi, ce que je préconise, c'est de garder, 1/4 ou un tiers du niveau d'eau, par rapport au pot. Il y en a qui disent qu'il faut pas, mettre d'eau, du tout pendant l'hiver. Franchement, ce sont 2 écoles qui ont leur pour et leur contre. Il y a à manger et à boire. Donc moi, j'ai qu'un seul mot d'ordre, faites comme vous voulez. De toute façon, il y a pas de règle d'or dans la culture de la plante, de cette plante, si ce n'est, le soleil et un bon substrat et de l'eau. Parce qu'il faut que le substrat soit toujours détrempé.
Mais en hiver, franchement, que vous laissiez de l'eau ou pas, voilà, ça faites comme vous semble, il y a pas de règle d'or. Concernant les pots, qu'il faut absolument éviter, ce sont les pots en argile ou les pots en terre cuite. Parce qu'en fait, premièrement, ils sont poreux, donc ça veut dire qu'en hiver, vous allez, arroser à donf, heu et dans ces temps où, l'eau est rare, enfin, on va éviter. Et en fait, le pot, il va diffuser des minéraux dans le substrat, ce qui fait que, en fait, ça va être nocif pour la plante parce que la plante, elle tire ses minéraux des insectes qu'elle capture et en fait, elle a réussi à s'adapter de manière à ce qu'elle survive sans avoir beaucoup de minéraux. Et en fait, si vous lui donnez un trop plein de minéraux, ça va lui brûler ses racines et elle va mourir. Moi, personnellement, ce que je préconise, c'est, des pots en plastique. Ce que j'utilise, c'est du 8 centimètres par 8 centimètres par 8 centimètres. Hem et voilà, après, concernant la taille du pot, hem, c'est prendre un pot plus gros pour avoir des plantes plus grosses. C'est contre-intuitif, mais en fait, ça ne fonctionne pas. C'est même contre-productif. Ce que vous allez avoir, en fait, c'est une plante qui va avoir tendance à végéter et à être toute petite, alors que quand vous la mettez dans un pot qui est plus petit, vous allez avoir une plante qui va exploser comme vous avez pu voir, sur mes photos. Bon, évidemment, si vous avez une plante, qui est gigantesque, la foutez pas dans un pot, de 4 centimètres de diamètre, hein. C'est pas ce que je dis. Mais, les plantes se sentent mieux quand elles sont un petit peu à l'étroit dans un petit pot. Concernant le soleil et la température, l'idéal, c'est 7 à 9 heures de soleil. 8 à 12 heures, c'est pas un problème. 5 à 6 heures, par contre, c'est vous allez avoir une plante qui va être, en bon état, mais potentiellement un petit peu étiolée, avec, des colorations qui sont pas fifou. Moi, personnellement, j'ai 10 heures de de soleil, par jour et j'utilise, un drap, en fait, pour casser un peu les rayons du soleil parce que je suis plein sud et du coup, ça tape. Et j'ai déjà eu des plantes qui ont commencé à griller, donc voilà. C'est un voile simple, juste, très, très léger quoi, ça doit enlever 10 des rayons du soleil, sans plus quoi. Concernant la température, la plage, on en a déjà discuté, c'est 5 à 38 degrés. Et l'hygrométrie, hem c'est aux alentours de 70 ce que je préconise. Donc pour ça, en fait, pour l'atteindre, j'utilise de la sphaigne, surtout pour les petites plantes, ça va vachement les aider à grandir. Et puis voilà, sur le soleil et les températures, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Oui et après, pour les petites gelées passagères, ça peut le faire, mais par contre, si vous habitez, dans le Grand Nord, essayez de prendre des précautions pour l'hiver, notamment avec du papier bulle ou, là, dans ce cas-là, pour l'hiver, je recommande pas d'avoir un fond d'eau parce que si vous atteignez les -10 et que ça dure, quand même, 3-4 jours, ça peut impacter, la plante. La réplication, on en a déjà discuté tout à l'heure, donc ça, c'est le pseudobulbe. En fait, la réplication, elle se fait de 2 façons. Elle se fait florale et par bouturage. Bouturage, vous prenez une écaille, donc qui est ici et ça représente ça. En fait, là, vous avez, la plante qui a cramé et vous plantez ça dans, de la sphaigne, c'est le mieux, de la sphaigne vivante, pour ensuite avoir d'ici, heu 2 à 1 mois, une plantule qui va commencer à pousser, à la base de l'écaille. Il faut bien enfoncer l'écaille, toute cette partie-là, là et laisser juste un tout petit peu, une toute petite tête blanche, histoire que ça capte un peu le soleil parce qu'on dirait pas, mais il y a quand même un petit peu de chlorophylle et une plante carnivore, c'est une plante avant tout, elle a besoin de soleil. Concernant, les plantes, donc l'anatomie de la plante, elle est simple. Là, vous avez le pétale, là, vous avez l'étamine.
Les pétales, il y en a 5, l'étamine, il y en a 10 à 15 environ. Là, vous avez le pistil et là, le sépale qui sont les sépales qui sont au nombre de 5 et qui forment la calyx et une fois qu'elles sont pollinisées, en fait, les, les fleurs, elles vont se retrousser comme ça, enfin les pétales, pardon, vont se retrousser, puis faner, tomber et l'ovule, en fait, va, grossir pour donner, des graines qui ressemblent un petit peu à des mûres pour les plus gros. Les erreurs classiques, qu'on peut, retrouver, c'est, dire: «Ouais, moi j'ai pris, une plante, qui ressemblait à ça et une plante qui ressemblait à ça et je vais automatiquement obtenir cette plante-là». En fait, c'est faux, parce que le brassage génétique chez cette plante, il est tel que vous n'obtiendrez jamais les mêmes caractéristiques que les parents. Heu À la limite, vous pouvez avoir quelques traits dominants, par exemple une grosse plante ou alors une plante qui est très colorée, mais ça se limite là, quoi. Vous pourrez pas si vous prenez, cette plante-là et que vous la reproduisez avec celle-ci, vous ne pourrez pas dire que c'est la même. À la limite, ce que vous pouvez dire, c'est, par exemple, mettons qu'elle s'appelle, Jean et Joubert, vous pouvez pas dire que c'est soit Jean, soit Joubert. Si vous voulez lui donner un nom, il faudra dire c'est Joubert Jean X Joubert. Et donc en fait, quand vous avez des graines, et que vous les faites germer, vous vous retrouvez avec une population massivement, normale en fait. Des plantes qui n'ont pas de caractéristiques particulières, qui ne méritent pas d'être, appelées, cultivars, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve dans la nature. Alors, la partie la plus intéressante, la fermeture du piège. Comment ça marche? Le piège, il va se fermer si un poil est touché 2 fois rapidement, donc le trichome que vous avez ici, soit il est touché 2 fois rapidement comme ça et ça va se fermer, soit vous touchez 2 poils comme ça à moins de 20 secondes d'intervalle et je me suis demandé: «Qu'est-ce qui se passe si on touche 2 poils différents en même temps, une seule fois?» Et en fait, il ne se passe rien. Je me suis demandé pourquoi il ne se passait rien. Donc pour ce faire, il faut déjà comprendre le mécanisme de fermeture lorsque un poil est touché 2 fois ou 2 poils sont touchés à moins de 20 secondes d'intervalle. Pour ce faire, en fait, on a d'abord une action mécanique. Donc vous avez la langue, c'est pas recommandé, hein. Vous avez la langue qui va toucher le poil sensitif et ensuite la plante, elle va se fermer. En fait, cette fermeture, elle est médiée par un relargage des ions de calcium. Ça, c'est des images que j'ai trouvées d'un article, qui montre en fait, la répartition des ions calcium dans les lobes de la plante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on arrive à visualiser les ions calcium avec des couleurs. Le bleu, c'est quand il y a très peu d'ions calcium et quand on se rapproche du jaune blanc, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ions calcium. Là, ce que vous observez, c'est une diffusion radiale à partir de, du poil sensitif, du calcium. Vous voyez que on a beaucoup de calcium sur ce lobe de, du piège et en fait, après cette première stimulation, on va avoir de moins en moins de calcium parce que le calcium, il est perdu. Vous pouvez le voir et en fait, on a besoin d'une deuxième stimulation qui va induire un relargage du calcium beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide qui, lui, mène à la fermeture de la plante. Donc ça, c'est une petite représentation. Donc, là, vous avez le premier stimuli au niveau, du poil sensitif. Vous avez vu que ça induisait, une répartition du calcium. Donc la répartition, elle est maximale après le le 1er signal et ensuite on a vu que ça commençait à décroître petit à petit et il va falloir une deuxième stimulation pour atteindre un potentiel d'action. Un potentiel d'action, qu'est-ce que c'est? Tout est dans le titre. C'est un potentiel qui va induire une action. En fait, si vous voulez, c'est une espèce de limite à partir de laquelle on induit ou non une action. Et là, l'action, c'est la fermeture de la mâchoire.
Si on arrive à dépasser ce potentiel d'action, alors on a une action. Si on n'arrive pas à la dépasser, on n'a pas d'action. C'est aussi simple que ça. Hem et en fait, ce qui se passe, c'est que, après la première stimulation, vous allez avoir beaucoup de calcium qui est dans les pièges. Le calcium La quantité de calcium va décroître au fur et à mesure et en fait, si elle décroît trop, je vais essayer de gribouiller dessus. Si elle décroît trop, à un moment, lorsqu'on va avoir le second, heu, le lorsqu'on va toucher une deuxième fois, le cil, en fait, le signal, il va pas aller suffisamment haut pour atteindre le potentiel d'action et c'est pour ça que la plante, elle se referme pas et ça, c'est un système super ingénieux parce que mettons qu'il y a une goutte qui tombe sur ce poil, elle tombera jamais 2 fois au même endroit et en fait, ça permet à la plante d'éviter de se refermer parce qu'on dirait pas comme ça, mais en fait, refermer son piège, ça lui demande beaucoup d'énergie. Hem, Ensuite, donc ça, donc on a vu qu'on avait une répartition du calcium et en fait, ce calcium, il sert pas à rien. Ce calcium, il va aller atteindre les cellules et une fois que les cellules sont atteintes, ce qui va se passer, c'est un phénomène d'osmose, un mouvement osmotique. En fait, on va diviser la plante, le piège de la plante, en 2 parties, la partie haute et la partie basse. Ce qui se passe, c'est que suite à ce signal, les cellules vont réagir et en fait, on va avoir une diffusion d'eau de la partie supérieure à la partie inférieure. Et cette diffusion d'eau, en fait, elle va changer la forme de la cellule et ça induit en fait ce mouvement de fermeture et les biologistes, ils vont me dire: mais tu dis n'importe quoi, les plantes, elles ont une paroi». Et en fait, la paroi, elle a été, acidifiée, elle est ramollie et c'est ce qui permet en fait l'expansion de la cellule et la modification, morphologique en fait du piège. Donc on induit un mouvement osmotique, les cellules changent de forme, on a un épaississement des cellules, à la base, une réduction des cellules, heu, plus en hauteur et en fait ça va permettre de fermer, ça va permettre de changer la forme du piège et induire le mouvement de fermeture. On en revient à notre question, quid de la stimulation simultanée des 2 poils? En fait, les, une fois qu'on a eu le premier signal comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une période réfractaire. Qu'est-ce qu'une période réfractaire? En fait, c'est une période durant laquelle, peu importe les signaux qui seront envoyés à la cellule, elle fera: je bouge pas». Et du coup, si on stimule 2 poils en même temps, en fait, on va avoir 2 influx, mais au même moment et en fait, il y a tellement peu d'écart entre la stimulation de ces 2 poils que ça ne compte que pour un. Alors que, comme on l'a vu, donc ça on peut pas induire, de second, influx calcique, alors qu'on l'a vu, si on attend un tout petit peu, on va pouvoir induire, une seconde fermeture et en fait, cette période réfractaire, elle dure quelques dixièmes, quelques centièmes de seconde. Hem, donc petit résumé, on a vu qu'on avait une action mécanique. Suite à cette action mécanique, on a un relargage des ions calcium qui permettent un potentiel d'action et un mouvement osmotique. Tout ça, ça permet la fermeture, heu, du piège. Ça permet la fermeture du piège. En fait, le la fermeture la digestion de la plante, c'est une valse en 4 temps. D'abord, on a la stimulation, ensuite on a la fermeture ou réaction osmotique, puis la fermeture hermétique et ensuite la rouverture. Donc la stimulation, on a vu, ce que c'était, donc on stimule les trichomes, ça se ferme et la proie se débat et en fait, il faut que la il faut que la plante se maintienne fermée et le fait que l'insecte se débat, ça va envoyer des signaux à la plante qui vont lui dire: «Reste fermé, il y a une proie» et on entre dans ce qu'on appelle un slow phase movement. Donc c'est
une phase de mouvement, lent où en fait la plante, elle va petit à petit, je crois que vous voyez bien, elle va petit à petit se refermer et elle laisse quand même quelques millimètres pour, entre ses dents pour qu'une, petite bestiole qui aurait touché par accident le poil et qui ne vaudrait pas en fait l'effort de digestion, puisse, s'en aller. Dans un tierce temps, la plante va se fermer hermétiquement. Alors ça ne se voit pas super bien, mais en fait ça c'est un seul et même lobe et en fait la plante, si vous voulez, elle va faire comme ça avec ses dents. Elle va mettre les dents à l'extérieur et on a une fermeture pseudo-hermétique et là va commencer la sécrétion acide avec un pH 2, par les glandes enzymatiques et les enzymes qui sont sécrétées notamment, ce sont des estérases, des phosphatases, des protéases et des aminopeptidases, bref que des trucs qui font pas du bien, à la proie qui a été capturée et en fait ce qu'on obtient, c'est une espèce de soupe digestive. Ça s'apparente un peu au chyme, gastrique chez les mammifères et on peut le voir en fait, ici. En fait, ça fait un espèce de truc gluant, un peu, caramel industriel et c'est ce qui va permettre de digérer, la proie et il y a un phénomène qui est intéressant, c'est que quand la proie est, suffisamment, molle, on va dire, il y a pas un exosquelette, rigide, en fait, on va avoir un effet, d'encastrement d'un lobe contre l'autre. En fait, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de voir votre plante comme ça et bien là, en fait, elle va s'encastrer et elle va faire, comme ça, en fait. Vous pouvez le voir là, ce lobe-là, il s'est encastré dans l'autre et en fait, ça permet de squeezer un peu le l'insecte et de mettre plus de surface de contact avec cette soupe digestive pour pouvoir assimiler tous les minéraux qui sont nécessaires au développement de la plante. Là, vous pouvez voir, c'est pas super évident, mais en fait, on n'a pas cet encastrement et les 2 lobes sont bien, convexes. Alors que là, vous avez un lobe convexe à l'extérieur et un lobe concave, à l'intérieur. Hem Et en fait, la sécrétion, on pense que la sécrétion du suc gastrique, elle va s'arrêter quand la plante, n'importe quoi, quand l'insecte va soit mourir, d'asphyxie, soit, d'épuisement. Heu et il y a monsieur Balfour, qui avait émis l'hypothèse d'une corrélation entre la taille de la proie capturée et la quantité de liquide digestif sécrété et ça n'a pas vraiment été démontré, et j'aurais bien voulu la démontrer, mais en fait, c'est des volumes qui sont tellement petits que, il faudrait, des outils, de biologie pour pouvoir, étudier tout ça, quoi. Donc, malheureusement, je peux pas faire du garage science avec ça. Et ensuite, on a rouverture par le processus inverse d'osmose. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit que, on avait un mouvement d'eau, de l'extérieur vers enfin de la partie haute vers la partie basse et beh, là, on fait le processus inverse, on fait de la partie basse à la partie haute et hop, on retrouve une conformation qui est normale. Hem Là, ça, c'est une petite, map de décision de la plante. Donc, est-ce que le trichome, enfin, le trichome a été touché? Est-ce qu'il y a une proie? Oui. Dans ce cas-là, on fait fermeture, réaction osmotique, fermeture hermétique, puis rouverture avec le cadavre de l'insecte dans le piège et ce processus, il dure environ une semaine. Alors que si on n'a pas de proie, en 24 à 48 heures, la plante va se rouvrir parce que vous vous rappelez quand elle était à moitié fermée et qu'elle, essayait de savoir si on avait un insecte ou pas. En fait, étant donné qu'il y a pas d'insecte, on n'a pas de stimulation des trichomes et du coup, on n'a pas de signal qui est envoyé à la plante. Donc la plante, elle se dit: «Bon, bah, il y a pas à manger pour moi, donc je me réouvre». Heu et j'aimerais, porter votre attention sur plusieurs points concernant l'authenticité des données, parce que ça, c'est un
gros point contre lequel je me bats, c'est que tout le monde, a des Lyonnais et dit, «Ah bah, j'ai une Lyonnais, je sais pas trop si elle ressemble, à la description, officielle, mais je te la vends quand même sous ce nom» et en fait un ça crée un véritable carnage parce qu'on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus quelle plante est qui et du coup les plantes perdent en authenticité. Donc s'il vous plaît, si vous avez des plantes dont vous vous rappelez plus le nom, ça sert même pas, à quoi que ce soit d'aller demander sur des groupes si, ils savent de quelle plante il s'agit parce qu'on ne pourra jamais savoir. Donc la meilleure chose à faire, c'est, beh, de manger vos chaussettes et de vous dire que, beh, tant pis, cette plante elle est perdue, vous pouvez pas lui redonner un nom. Parce que si vous lui redonnez un nom, vous risquez en fait, de la vendre sous un mauvais nom et en fait, cette plante, elle est plus authentique, quoi. Elle mérite plus son nom, elle a plus le nom de cultivar et du coup, les collections, de plantes perdent en authenticité. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai des gens qui m'ont vendu des plantes sous des mauvais noms et en fait, j'ai dû dégager, 1/3 de ma collection parce que ça fitait pas à la description et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que j'achète directement, à ceux qui les ont enregistrés ou alors aux producteurs qui ont découvert, la plante. Comme ça, au moins, je sais que eux, ils ont la souche, d'origine et je sais que la plante, elle est sûre et elle est authentique. Et pareil, donc pour, les graines, vous ne pouvez pas obtenir les mêmes plantes mères via des graines parce que vous avez un brassage génétique qui est trop important. Donc vous pouvez toujours vendre vos graines sous des noms, par exemple, Jean X, machin, mais vous pouvez pas dire que ce sont des graines d'un seul cultivar. Même si c'est de l'autopollinisation, vous ne pouvez pas parce que le brassage génétique, il est tel que vous ne retrouverez jamais les mêmes caractéristiques qu'une plante. Et c'est sur ça que s'achève ma conférence. Je vous remercie de m'avoir écouté parler. Vous pouvez Merci beaucoup. Est-ce que tu m'entends? Ouais. Ouais, vous pouvez d'ailleurs retrouver la liste des cultivars, enregistrés à l'ICPS, soit en scannant le QR code, soit en recopiant ce lien qui est ici. Donc, comme ça, vous pouvez, lire, les descriptions qui sont malheureusement en anglais parce que c'est de la science. Mais vous pouvez lire les descriptions et voir si ça fit à peu près, avec les descriptions que vous avez de vos plantes. Ça marche. Merci beaucoup. Je laisse encore un petit peu ton affichage pour les gens qui voudraient le lien. Bah écoute, merci beaucoup. Tu as été toi aussi très pédagogue, comme Laurent. Je pense que tout le monde a apprécié le fait que tu aies pris le temps d'expliquer les choses en détail. On a eu pas mal de questions, enfin quelques questions plutôt, pas mal, c'est peut-être pas abusé. On a Anna Kamura qui demande est-ce qu'on sait à quoi sont dues les différences de taille et de forme des pétioles? Ça, c'est dû au fait que, en fait, j'ai lu un article scientifique qui démontrait que le génome de la plante, il est composé à 1/3 de transposons. Les transposons, qu'est-ce que c'est? Ce sont des éléments génétiques mobiles qui vont venir activer ou inactiver des gènes. Et si vous voulez, prenez ça un peu comme un fil conducteur. Si votre fil conducteur, il est, comme ça, sans interruption, hem, votre gène, il va fonctionner. Mais si vous avez un transposon qui va se mettre dedans, en fait, votre fil, il est déconnecté et il va plus fonctionner. Et en fait, c'est ce qui se passe, heu, chez ces plantes-là et notamment dans le développement de la plante, on va avoir certains gènes qui sont, fonctionnels fonctionnels ou pas fonctionnels et c'est ce qui va déterminer un peu, toutes les caractéristiques, tous les traits, donc la couleur, la taille des dents, la taille du pétiole, la taille, de la base de la plante. Donc c'est toutes ces choses-là. Je pense que enfin, j'imagine que, la perte du pétiole, c'est dû à une perte de fonction de gène, peut-être, mais voilà. Donc c'est dû à des éléments mobiles, en fait, qui vont venir casser des gènes et parce que ces gènes sont cassés, ils vont pas pouvoir permettre la production d'un pétiole ou alors ils vont être exacerbés et ils vont faire un pétiole qui est superbe. Ok, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que... Alors, je te propose un truc, c'est que tu enlèves ton partage d'écran, mais que tu laisses ta webcam. Ouais. Et comme ça, je te mets en affichage avec moi, on aura tout. Ouais, parfait. Je vais te mettre en plein écran ici. Ok. Je te laisse arrêter ton partage d'écran. Hop, nickel. Ne touche plus à rien. Voilà.
ça c'est bon. Et normalement, hop, je fais ça. Et non, tu te retrouves avec moi et on a les questions et tout le reste. Ok, on est bon sur Twitch. C'est parfait. Je peux te redonner les questions une par une. Sachant qu'on est une vingtaine hein, sur le. Il y a eu pas mal d'arrivées, pas mal quelques départs, mais on est voilà, on est 21 sur Twitch, sache-le. Ça a attiré pas mal du monde, tout est graphes et toutes les explications. Alors, je continue sur les questions. Il y a Paul Caron qui demande que penses-tu de la culture sur Sphaigne morte? Culture sur feuille morte, ça a ses avantages et ses inconvénients. Heu, c'est Ça peut avoir des avantages par rapport au fait que du coup tu n'utilises pas de tourbe. En revanche, la sphaigne morte, elle va avoir tendance à la putréfaction, notamment au contact de l'eau, et elle va aussi avoir tendance à vachement se compacter. Donc je pense que c'est une bonne, alternative, mais il va falloir rempoter, souvent. Il faudrait tester, voir si le rempotage tous les ans est suffisant, sinon ce serait tous les 6 mois. Mais, ça peut se faire, je Ok. Si vous, dans le chat, si c'est quelque chose que vous faites, dites-le nous. N'hésitez pas à votre retour d'expérience. Parfait, on a une demande sur comment sais-tu qu'il y a de la chlorophylle dans le petit bout pour la répliquer, pardon. Comme il n'y a pas de verre dessus, comment t'expliques qu'il y a de la chlorophylle dans un truc qui soit pas vert? Je pense que c'est ça la question. hem, c'est pas parce que c'est pas vert qu'il y a pas de chlorophylle. C'est pas parce que c'est pas vert que, comment dire? Il peut y avoir de la chlorophylle, mais pas suffisamment pour que ce soit vert. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a des D'accord. quantités infinitésimales qui sont là et qui permettent à la plante de grandir, mais, mais elles sont en quantité, infime et c'est pour ça que ça donne pas la couleur verte. D'accord. Ok, bah, c'est très clair. Écoute. Il y a Ponce Marie-Alix qui nous demande bonsoir, que fais-tu pour tes plantes quand il fait plus de 38 degrés et pour les grands froids, sur les températures extrêmes, comment tu gères? Les grands froids, bah, à Bordeaux, on en a pas tant que ça. Donc, les grands froids, quand j'avais une serre, je mettais du papier bulle autour de la serre pour Ok, essayer de limiter au maximum les pertes de chaleur. Et pour les grands chauds, il y a pas grand chose à faire si ce n'est essayer d'augmenter l'hygrométrie autour de la plante. Donc dans ce cas-là, on pourrait mettre de la sphaigne, vivante, pour permettre de créer un environnement un peu plus, avec un peu plus d'hygrométrie qui permettrait de baisser la température et de créer un microclimat, en fait. d'accord. Ok. Merci bien. On a plein de questions au fur et à mesure, disons. Les récepteurs des poils sensitifs ne sont que sur le poil pour l'action de fermeture, point d'interrogation. Alors, je sais si Oui, tu... Ouais, ok. je pense que la question concernait les cils et si Ouais, c'est ça, oui, en fait, c'est des poils qui sont spécifiques. Il y en a 3. Le plus souvent, il y en a 3. Il y en a parfois où il y en a plus, notamment, Carbonia ardenti ou Alien. ok, Il y en a Wetmenia. Mais, les cils qui sont, sur les 2 lobes, donc ceux-là, ils ok, servent juste à faire office de prison, alors que les trichomes qui sont sur le lobe, on voit peut-être pas. Les trichomes qui sont sur ouais, le lobe, eux, ils sont spécifiques. Heu, En fait, ce sont des mécanosenseurs, c'est-à-dire qu'ils vont sentir quand il y a un stress mécanique, donc quand on les touche, ils vont sentir et ils vont induire un signal. donc c'est les Donc capteurs, eux, quoi. ils sont spécifiques du signal et eux, ils servent juste, de barrière physique pour empêcher la plante de s'en aller, en Ok, l'insecte la de s'en bestiole aller. de Sénégal. Merci beaucoup. D'autres questions? Est-ce que si on fait fermer une plante sans nourriture, ça peut la tuer? Heu, la tuer, c'est un peu fort, mais ça peut l'épuiser et à terme, le piège peut mourir, parce qu'en fait, le piège peut se refermer 8 fois sans avoir, digéré quoi que ce soit et 3 4 fois en ayant digéré quelque chose. Donc, si vous le faites par inadvertance et que ça arrive une fois, tous les, 2 3 4 mois, c'est pas grave. Si vous êtes en train de la rempoter et que vous fermez des pièges par inadvertance, franchement, c'est pas grave, elle va pas mourir. Mais par contre, à répétition, si à chaque fois que le piège se rouvre, vous retouchez le tricot, mais qu'elle se referme, là, a fortiori,
la plante peut mourir d'épuisement potentiellement. Ok. On a bon, Laurent qui te dit bravo, super conférence, sache-le. Euh, il demande l'intérêt de l'ICPS, c'est que ces cultivars sont stables. Tu es généticien, il te faut combien de temps, s'il te plaît, pour savoir si un cultivar va rester stable? Alors, le cultivar, normalement, par réplication par bouture, il est censé rester stable. En fait, pour être inscrit à l'ICPS, il faut qu'il soit stable pendant 3 à 4 ans. Et passé ce délai-là, on part du principe qu'en fait, la plante est suffisamment stable, pour être diffusée, en fait. Mais c'est vrai que, j'aurais bien voulu savoir s'il y avait de la dérive génétique, chez ces plantes-là. Donc la dérive génétique, en fait, c'est vous avez, une plante mère, vous allez la bouturer, puis vous allez faire une bouture de cette bouture, puis une bouture de cette bouture, une bouture de cette bouture et au final, vous vous retrouvez avec, des boutures de boutures, de boutures, de boutures, de boutures, de boutures, de boutures et c'est vrai que j'aurais bien aimé voir si on a les mêmes, caractéristiques, génétiques de la plante qui a fait de multiples boutures par rapport à la plante mère. Normalement, c'est pas censé changer drastiquement. Ouais, on s'attend à ce que ce soit la même chose, ouais. On s'attend à ce que ce soit la même chose. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante à étudier. D'ailleurs, dans ces cas-là, quand tu boutures une plante, est-ce que la bouture, elle a l'âge de la plante? C'est une- Tu Et vois ce que je veux dire? c'est drôlement posé comme question. En fait, la plante, elle peut pas vieillir. Dans le sens où elle a des phases de repos. L'hiver, elle se repose, elle forme une espèce de rosette et en fait, la plante ne vieillit pas. Elle peut accumuler des dommages à l'ADN, mais en fait, elle a un système qui est très efficace, hem, qui va lui permettre d'aller corriger, tous ses défauts, parce que la plante, à moins d'avoir, Agrobacterium tumefaciens, elle ne développe pas de tumeur, elle ne développe pas de sénescence cellulaire. Et du coup, si elle est rempotée tous les ans, techniquement, elle ne meurt pas. Donc si tu fais une, bouture de ta plante mère, alors dans ce cas-là, on peut dire que la plante que tu vas obtenir, elle a le même âge que ta plante mère. D'accord. Ok. Justement, ça rejoint la question d'après. Quelle est la durée de vie de tes plantes? On a une idée de Heu, ça. du moment que tu la rempotes. Je crois qu'à toutes les conférences, on a cette question et à chaque fois, c'est bah, il n'y a pas de limite sur les NEP l'autre fois. Et la question, elle a été posée. Effectivement, c'est compliqué à dire, quoi. Ouais, beh, du moment qu'elle est rempotée, il y a pas de souci. Après, si elle est pas rempotée et qu'elle est vraiment dans de très mauvaises conditions, elle peut vivre 1 an tout au plus et Ouais. elle sera moche. Et sinon, si elle est dans des bonnes conditions, mais qu'elle est en intérieur et jamais rempotée, qu'elle a pas de, repos hivernal, elle peut durer 3 à 4 ans. Tu dis 4 ans en intérieur, toi. C'est un peu les conclusions que j'ai tirées aussi des tests que Mmh. j'ai fait là-dessus. Ok. Merci pour l'info. On a Sébastien qui dit la sphingperlite. T'évites de rempoter trop souvent. La tourbe chauffe trop au soleil. Ça évitera ton drap d'ombrage. Voilà. Petite info de Sébastien. Et en fait, heu ce qui m'embête dans la sphaigne, c'est qu'elle va venir étouffer les plantes et puis, ma sphaigne, j'ai beau, essayer tout ce que je veux, en fait, elle, pompe tout le tanin du substrat Ouais, et en fait, ça va faire une vieille croûte, marron moche donc j'ai déjà essayé effectivement mais pas fan. ah, j'ai cru que c'était en surfaçage. Ah pour, en guise de substrat? Ouais, Ouais. Ah ouais. sphingperlite. Non, ouais. Ouais, Ça se tente. ouais. On a une autre question. Est-ce que les dionnées contiennent des toxines? Pas que je sache. En revanche, si les chats en mangent, il y a peut-être potentiellement les enzymes qui peuvent être, un petit peu dérangeantes, mais pas que je sache. D'accord. Et il y a Joe qui nous demande si les capteurs ne sont pas également sur les parties extérieures du piège. Non, c'est bien que ces petits poils au milieu, hein. Si Ouais, je dis pas c'est de que les petits bêtises. pour le milieu. Il y a Il n'y a pas pas de, il y a pas de cultivar sur lesquels il y aurait des poils dehors ou. non, à moins que le piège, soit retourné, non.
À moins que parce qu'en fait, il y a je sais pas si vous avez vu, mais il y a vraiment une différence, entre, le côté intérieur et le côté extérieur de la plante. Le côté extérieur, ça va être un peu, une feuille, en fait, classique, alors que le côté intérieur, il va avoir une structure qui est particulière, qui lui permet, en fait, d'avoir des cils et à ma connaissance, il n'y a pas de, de plante qui a des trichomes qui poussent sur la partie, feuillage. En Ok, revanche, je sais qu'il y a des cultivars dont les pièges sont déformés et par exemple la partie, intérieure, en fait, elle va se retrouver à l'extérieur et là, oui, potentiellement, étant donné que c'est le même tissu qu'à l'intérieur, on peut avoir des trichomes qui vont pousser. Mais si c'est sur du verre, sur la partie foliaire, alors là, non. ok. Parfait. Il y a Sébastien qui demande ce que tu penses de la bouture de fleurs. Ça fonctionne, mais je dirais à 30. Ça fonctionne moins bien qu'une bouture d'écaille, ça fonctionne moins bien qu'une bouture, d'un morceau de pseudobulbe, donc ça vaut toujours le coup. Moi, ce que je fais, c'est que, j'ai vu qu'il y en avait qui coupaient en bout régulier de 5 centimètres et qui replantaient. Moi, ce que je fais, c'est que juste je prends la tige tout entière et je la plante et éventuellement je coupe, les fleurs si elles commencent à fleurir. Mais sinon, c'est un peu un tout ou rien la bouture des fleurs. Ok. Il y a Joe qui nous demande comment tu expliques la fermeture forcée lorsque tu caresses les pièges extérieurs. Tu veux dire quand tu forces les 2 lobes? Euh, Joe, est-ce que tu peux nous préciser rapidement ta question? Comment tu expliques la fermeture forcée lorsque tu caresses les pièges extérieurs? Est-ce que, ouais, l'extérieur du piège, tu veux dire? Quand tu dis piège extérieur? Je pense qu'on dit ça pour, notamment, Virvolf qui a pas de cils, Ok, enfin de ouais, de cils, sensitifs, de trichomes et en fait, pour lui faire manger des insectes, en fait, tu appuies sur les 2 lobes et ça la fait se fermer. Alors comment je l'explique? Aucune idée. ok, Je Peut-être que ça crée des vibrations qui sont suffisantes pour induire un relâchement de calcium, franchement, je sais pas du tout. ok, ça Ou marche. alors ça peut même être, du bioélectrique, peut-être un signal électrique qui induirait le relâchement, mais enfin ça me paraît, un peu, capillotracté. Bah écoute, en termes de questions, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions sur Twitch et Facebook, n'hésitez pas. Je vais vous laisser quelques secondes avec notre sondage. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse les poser. Je vous rappelle, je profite rapidement, cet affichage, voilà. C'est notre sondage pour savoir de quelle plante on va parler la prochaine fois. On a dans les votes, vous pouvez voter sur Drosera filiformis. Dans ce cas-là, dans le chat de Twitch, vous écrivez point d'exclamation vote espace filiformis. Même principe pour Sarracenia leucophila, même principe pour Elianthora pucella. Pour Nepenthes ampullaria et pour Pingicula essariana, vous le voyez entre parenthèses, c'est ce qu'il faut. Tapez dans le chat de Twitch pour voter. Sébastien nous parlera la prochaine fois de la plante qui a reçu le plus de votes. Ça c'est bon. Je vais nous remettre tous les deux. Est-ce qu'on a de nouvelles questions? Non, je crois que c'est bon. Bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là si ça te va, si tu as peut-être des choses à rajouter. Ah, il y a Joe qui nous demande est-ce que tu peux nous montrer une curose? Ah, ouais, je vais voir si j'ai la photo. J'ai pas pris beaucoup de photos, cette année parce que les pièges sont moches. Hem, Alors si tu veux nous montrer, pour que j'ai retouché à rien, tu peux déconnecter ta webcam et mettre ton partage d'écran, ou si tu veux, je peux ouais. regarder pour toi si tu me donnes une URL qui va bien. Mmh. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette plante? C'est une, Virwolf, mais qui a D'accord. une coloration, qui est, centripète. Donc elle se colore, de l'extérieur vers l'intérieur et en Ok. fait,
coloration un peu en œil de Sauron. D'accord, ok. Donc c'est juste, c'est purement esthétique. Elle a rien Je de bien fifou, juste je la trouvais sympa. je vais regarder si je peux afficher une page, je vais faire une recherche vite fait. Euh, non, je sais même pas si je vais en faire. Là, je l'ai. Ok, allez. Hop. Oh bah si, on Là, la voit en fait, t'as même pas besoin de déco ta webcam. Ok, d'accord. Ah oui, elle est très jolie, ouais. Et elle est très sympa. ouais. Ok, c'est un cultivar officiel ça? Enfin, ça a été Non. déposé, non? Ok. Non, non. Puis je vais pas l'enregistrer parce qu'elle est pas suffisamment, enfin, vous allez me dire que je suis modeste, hein, mais Donc j'ai c'est pas toi qui es à suffisamment. l'origine de cette plante, hein? C'est ça que tu es en train de nous dire. Oui, D'accord. oui. Mais je vais pas l'enregistrer parce que je pense pas qu'elle en vaille le coup. Elle est sympa, mais sans plus. Ok. Ouais, elle est très jolie quand même. Ouais, j'aime bien. Ouais, ouais. Ah, elle va pas révolutionner le monde des plantes. Enfin, je veux dire, c'est pas comme Crocodile où là, c'est vraiment quelque chose qui est flagrant. Là, au niveau, coloration, on a à peu près la même chose sur Iris, sur le cultivar Iris. On a aussi D'accord. un petit peu la même chose sur, j'ai plus le nom, mais ça veut dire croc en allemand, Fanang ou un truc comme ça. Ok. Donc, je pense pas qu'elle vaille le coup d'être enregistrée. Ok. Joli en tout cas. Jolie découverte. Merci. Tu as deux autres questions. Qu'utiliser en surfaçage des pots en dehors de la sphaigne? Rien. Il y en a qui mettent, des billes, blanches, éventuellement ça peut refléter un peu les rayons du soleil, après c'est esthétique. Mais Ok. sinon, moi je mets rien à titre personnel. D'accord. Moi je sais que j'ai essayé de mettre ouais, de la sphaigne et c'est pas terrible parce que ça a tendance à rapidement étouffer les plantes. Moi, Ouais. j'ai du mal à le gérer quoi. Autant sur les Mmh. Sarracénias ça va parce que dès que ça pousse ça prend de la hauteur, y a pas de problème. Oui, oui. Autant sur les Dionnées c'est quand même pas pratique quoi. J'avoue. Ouais. Ou alors Euh, il faut prendre la sphaigne, qui fait des toutes petites têtes. ouais. Ouais. Bah c'est pas si simple mais effectivement. Faut réussir Mmh. à la sélectionner comme il faut quoi. Ouais. Il y a Sébastien qui demande si tu as toujours ton site sur les cultivars. Oui, tu peux mettre, le lien, Tu fais péter l'URL, bien sûr. il est plus N'hésite référencé, pas. heu, sur le web parce que, le nom de domaine a expiré et puis j'ai pas suffisamment d'argent pour, le payer. Mais je peux tout à fait le partager. Je l'ai pas mis, à jour depuis, longtemps maintenant. Hop, je le fais passer, en privé sur Discord pour que tu Ouais, puisses le vas-y, ouais. chat. Attends, par contre, il faut que je sorte de la fenêtre. Ça va pas être pratique. Tu peux. Alors, Ouais, attends. ce que je fais, hop, next, Tu peux me le passer sur Facebook, je le récupère dans Messenger si tu veux. hop, Attends, j'avais juste toutes les fenêtres là. je mets, Euh, ok, c'est ouais, bon. voilà, Comme ça. voilà, c'est ça, Hop. c'est Yes. ça. Alors attends, on voit que la moitié. Tu peux déplacer. Non, tu peux pas déplacer ta fenêtre. Parce qu'on voit que la moitié de ta fenêtre en fait. Ah, On voit que le My Site à la fin. Envoie-le-moi sur Facebook, je vais le coller dans le chat de Twitch. Comme ça, les gens pourront l'utiliser direct. Hop. je l'ai pas mis à jour, j'ai acheté, les plantes de Green Joe pour, les détailler un peu parce que je trouve qu'elles sont mal expliquées, sur son site. Enfin, elles sont pas expliquées du tout d'ailleurs. Ouais. Oui, ça arrive, ouais. Donc, faire une petite description, peut-être pas exhaustive, mais Yes. du mieux que je peux.
Yes. Alors, copier le lien. Je le mets dans le chat de Twitch. Hop. J'enlève ça. Ah, il me l'écrit. Ah, attends, excuse-moi. Il l'écrit avec le mode Facebook, quoi. Hop. Et voilà, on va y arriver. Je pense que c'est ça. Donc, si vous voulez, hop, aller voir son site, n'hésitez pas. Vous avez un guide sur les, évidemment, sur les Lyonnais. Ça, c'est bon. Ok, bah écoutez, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on est pas mal. Quelle heure? Bah, presque 23 h. C'est bien. Bon, désolé, on a été un petit poil en retard, mais Laurent, avec sa fougue, vous avez sa conf. Bah écoutez, je veux vous remercier tous les deux, toi et Laurent, d'avoir pris le temps ce soir. Merci aux personnes qui nous ont suivis sur Twitch et sur Facebook. C'est toujours un petit peu la galère sur Facebook. Les premières secondes, on n'a pas de son et j'ai l'impression que les gens, du coup, nous abandonnent. Mais on a eu pas mal de monde sur Twitch. C'est cool, pas mal de questions. Merci pour votre participation. Ça a été très pédagogique ce soir. Vous deux, vous avez vraiment bien expliqué pour que ce soit accessible à tout le monde et c'est vraiment agréable. J'espère qu'on aura de nouvelles confs de ta part, de nouvelles confs de la part de Laurent, c'est bientôt prévu. Bah, écoute, si tu veux nous refaire quelque chose, je pense que tout le monde est preneur en tout cas. Et C'était sur un... j'ai trouvé pas mal d'articles sur les plantes carnivores, notamment sur la génétique, qui décrit un petit peu la génétique de la Ouais, plante et l'origine de la carnivorie de la plante. Donc, je vais travailler un petit peu tout ça et peut-être qu'à la rentrée en septembre, je ferai une conférence sur tout ça. parfait. Et ben écoute, je pense que tu seras fortement suivi, vu les réactions qu'on a eues ce soir en tout cas. Merci à tous de nous suivre. N'oubliez pas de nous follow. N'hésitez pas à nous sub sur Twitch si vous voulez nous soutenir un tout petit peu financièrement. Ça nous permet de mettre en place les serveurs, de garder, de gérer les plannings, de gérer tout ça. Parce que mine de rien, ça coûte un petit peu d'argent, hein. On fait ça gratos, mais tout le monde s'investit un peu, que ce soit en temps ou en argent. Et du coup, si vous voulez nous soutenir, on a la possibilité de nous faire des dons, la possibilité d'acheter des subs pour donc des abonnements Twitch pour nous soutenir. Merci Laurent. Bah écoute, merci à toi de nous avoir suivis aussi dans cette aventure. Je vais vous souhaiter des bonnes vacances en termes de conférences. La table ronde, c'est pareil, on recommencera au mois de septembre. Par contre, il n'est pas du tout exclu qu'il y ait 3 ou 4 numéros de Chill Con Carny avec ou sans Arthur, parce qu'il n'est pas là dispo tout l'été, mais il sera sur la majorité de ces émissions de Chill Con Carny un peu décontractées pendant juillet-août. On vous donnera un petit peu le programme avant. C'est jamais défini en termes de date, ça se fait un peu à l'arrache une semaine avant, on vous prépare ça et puis on se fait un direct, on discute. C'est pas très cadré, il y a quelques sujets, mais on parle surtout de vos plantes, on parle de vos installations, de vos questions, etc. On va essayer de répondre à tout ça. On continue sur cette lancée des conférences. Si vous voulez venir présenter quelque chose, un quart d'heure, 20 minutes sur un sujet que vous travaillez, surtout vous n'hésitez pas. Personnellement, je suis en train de réfléchir à bosser sur la biographie d'un passionné de carnivore célèbre dont je ne vous donnerai pas le nom, mais je suis en train de regarder un petit peu les biographies et j'essaierai de vous faire aussi une petite conf d'un quart d'heure sur un sujet de biographie, quoi. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Alexandre encore une fois pour ton investissement et ton temps dans cette un nouveau follow. Merci beaucoup pour ce Marie-Alix pour ton follow. On va terminer sur cette jolie image du ticket de pièce qui va bien avec le nom, la date et l'heure. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée. Merci Alexandre. Ciao. Merci à vous. Bonne soirée. À bientôt.